parce que ça vous permet d'ailleurs, certains l'ont bien utilisé hier, c'est une nouvelle fonctionnalité, ça vous permet de liker les questions. Donc vous pouvez mettre, vous verrez, il y a un petit pouce. Si quelqu'un veut poser une question, il va tout de suite se rendre compte. Il y a un petit pouce et les autres peuvent dire: «J'appuie sur le pouce» et ça nous permet après de prendre ces questions par ordre de préférence, du public. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour ce lancement, puisque c'est Raphaël Claustre, Île-de-France Énergie, qui a l'honneur d'ouvrir cette journée ce jeudi, qui est le quatrième jour du salon de la copropriété numérique. Sur le sujet qui est le suivant, c'est assistance à maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre. Quelle est la meilleure option en fonction des travaux à réaliser? Est-ce que c'est bien ça, Raphaël? Oui, c'est ça et avec, beaucoup de décodage et d'explications, de méthodologie de projet. Comment se passe un projet de rénovation? Ouais. Alors ce qu'on a prévu, c'est donc il y a une présentation PowerPoint, on entrecoupera peut-être cette présentation de la prise de quelques questions, ça va durer tout ça à peu près un créneau d'une trentaine de minutes et après on sera vraiment dans un espace entre nous, d'échange questions-réponses. Voilà. Je n'en dis pas plus Raphaël, je coupe juste ma caméra et mon micro et puis je te laisse, présenter. Merci Xavier, merci à l'Arc d'organiser ce salon et toutes ces conférences malgré les conditions et puis merci à vous tous d'être déjà nombreux, en ouverture de journée. Je m'appelle Raphaël Claustre, je suis directeur d'une entreprise publique qui s'appelle Île-de-France Énergie. Je prends le temps de me présenter un petit peu plus, sur les transparents suivants et les questions auxquelles je vais répondre sont des questions, qui m'ont été posées par l'Arc. L'Arc m'a demandé si je pouvais faire une clarification sur, heu, assistance à maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre, lequel choisir, dans quel cas? Donc je vais surtout décoder ce qu'est une maîtrise d'œuvre, ce qu'est une assistance à maîtrise d'ouvrage. Je vais l'appliquer à ce que j'appelle la rénovation globale, c'est-à-dire on fait un ravalement avec isolation, on va traiter, d'autres parties comme par exemple les fenêtres, l'isolation des planchers hauts, des planchers bas, peut-être la chaudière ou la ventilation. Donc des rénovations un peu complexes, et il faudra bien vous dire que plus une rénovation est simple, moins il y a besoin d'intervenants extérieurs. Île-de-France Énergie, je vais quand même vous dire d'où je parle, spécialiste de la rénovation énergétique en Île-de-France. Donc ça veut dire que nous ne pourrons pas intervenir pour vous si vous n'êtes pas en Île-de-France, mais tout ce que je vais dire et décrire, évidemment, vaut pour toute la France. J'allais dire pour l'étranger, mais sans doute pas, parce que beaucoup des termes qui sont utilisés sont structurés par des lois françaises. Donc Île-de-France Énergie, c'est une entreprise publique qui appartient à la région Île-de-France majoritairement, à la ville de Paris, à la Caisse des dépôts et d'autres actionnaires et qui a aussi une dimension privée, qui intervient pour les copropriétés et qui intervient à la fois en tant qu'assistant à maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Donc, dans cette affaire AMO ou maître d'œuvre, je suis neutre puisque nous sommes les 2, nous assurons les 2 prestations et je vous dirai dans quel cas on est plus performant en intervenant comme maître d'œuvre, dans quel cas on est plus performant en intervenant comme AMO. Il faut souvent les 2 dans les projets complexes de toute façon, mais avant tout ça, il va falloir décoder les acronymes, décoder le jargon, bien définir ça, voir comment se passe un projet quand il est bien construit et donc il a des chances d'aller jusqu'au bout et on verra dans quel cas il faut, aller rechercher une AMO ou une maîtrise d'œuvre. Et au sein de notre équipe, on a toutes les compétences à la fois d'accompagnement, de communication, de finance qui sont plutôt des compétences dites AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage et des architectes, des ingénieurs, énergéticiens, plutôt des maîtres d'œuvre. Un peu de définition pour commencer, un peu de définition, un peu de méthodologie et après de l'application. D'abord, la définition du maître d'œuvre. Beaucoup de ce qui s'applique à notre secteur, c'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage privée. Maîtrise d'ouvrage privée, ça veut dire que nous ne sommes pas soumis au code des marchés publics. Le code des marchés publics va définir la manière dont un acheteur public, l'État, une collectivité locale ou d'autres sociétés publiques, nous, par exemple, Île-de-France Énergie, sommes soumis au code des marchés publics. Donc, chaque fois que nous achetons, nous devons respecter les critères, définis ici. Donc un maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage, c'est celui qui entend acheter. Dans notre cas, c'est la copropriété, le maître d'ouvrage. La copropriété, donc le syndicat de copropriétaires qui est représenté par son syndic, qui mandate son syndic pour être maître d'ouvrage en son nom. Eh bien, l'ensemble des termes sont définis dans le cadre des marchés publics par une loi qui s'appelle, maîtrise d'ouvrage public et heu et donc on va s'appuyer dessus. Dans le secteur privé dans lequel on évolue, on n'a pas à s'appuyer
appuyer forcément sur cette loi. Elle ne nous concerne pas, mais cette loi a permis de structurer et de définir la manière d'acheter des travaux, de passer des achats complexes. C'est pourquoi, même si cette loi sur les achats publics ne nous concerne pas, eh bien, c'est beaucoup elle qui définit les termes et qui définit l'organisation d'un chantier et de sa préparation. Donc, le MOE, c'est le maître d'œuvre. Le MOA, c'est le maître d'ouvrage, la copropriété, celui qui achète. Et l'AMO, c'est l'assistant à maître d'ouvrage. Le maître d'œuvre, c'est assez souvent l'architecte, mais pas systématiquement. L'assistant à maître d'ouvrage, vous verrez que c'est un petit peu moins clairement défini. Et comme je vous l'ai dit, je vais l'appliquer aux rénovations globales. Je vais d'abord définir le terme maître d'œuvre, parce que c'est lui qui est le plus précisément défini. La maîtrise d'œuvre, elle est définie assez clairement dans la loi sur la maîtrise d'ouvrage public dont je viens de parler, et elle explique, je vous fais plus court parce que vous imaginez bien qu'une loi, c'est assez précis et assez complexe, et donc, elle va dire que la maîtrise d'œuvre va assurer les études préalables qui vont permettre de définir les solutions techniques qui sont à mettre en œuvre, d'en estimer le coût, de préparer le planning et puis de consulter les entreprises. Une fois que toutes les solutions techniques sont précisément définies, un cahier des charges est rédigé et ce cahier des charges est rédigé par le maître d'œuvre pour faire une consultation des entreprises et une comparaison des offres des entreprises sur la base de solutions clairement définies. Ensuite, c'est le maître d'ouvrage, la copropriété, qui va choisir les entreprises qu'elle souhaite, mais sur la base d'une consultation qui a été animée, mise en œuvre par le maître d'œuvre. Ça, c'est sur ce qui précède le début des travaux, toutes les études préalables. Et ensuite, le maître d'œuvre va assurer la direction d'exécution des travaux. C'est lui qui va être le chef d'orchestre de toute la phase chantier et qui va coordonner les entreprises. En général, les études qui vont précéder la phase chantier, elles vont se faire un peu en entonnoir. C'est pour ça que j'ai retenu ce graphique-là en triangle, où au début, tout est large, tout est un peu imprécis. Et le but, c'est de faire des études de plus en plus précises en faisant valider au maître d'ouvrage à chaque fois. Donc, on va souvent commencer par un diagnostic. Je le détaillerai un peu plus en copropriété. Et ensuite, on va faire un avant-projet. Parfois, c'est séparé en avant-projet sommaire ou un projet détaillé. Je vous avoue que sur les projets en copropriété, en général, ils ne sont pas suffisamment complexes pour faire ça, hein. Sur un gros projet à 50 millions, il faudrait le faire. Mais sur les projets normaux en copropriété, on fait seulement un avant-projet. C'est-à-dire, on définit les grandes lignes du projet avec des grosses estimations financières, avec des grosses estimations de planning. Tout est encore un peu approximatif pour ne pas aller trop dans le détail du travail, mais pour se faire valider les étapes intermédiaires. Il s'agit en fait d'un jeu d'aller-retour entre le maître d'œuvre qui conçoit le projet et la copropriété qui va tout valider, qui va in fine décider pour s'assurer qu'on soit toujours en phase. Donc d'abord, des grosses estimations, les solutions techniques envisagées, le programme de travaux, grosses estimations financières. On présente ça à la copropriété. Si elle pense qu'on est sur la voie, eh bien, on va passer en phase projet et affiner. Et puis sinon, on va ajuster. Donc ensuite, en phase projet, où on va aller à des niveaux plus détaillés, des estimations précises, mais qui sont toujours des estimations réalisées par le maître d'œuvre. Un planning, mais qui est toujours un planning réalisé par le maître d'œuvre. Or, ce n'est pas le maître d'œuvre qui fait le chantier, c'est les entreprises. Donc, on est toujours sur de l'estimatif. Et cette phase projet, on va la faire valider encore une fois par la copropriété. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'étape de consultation des entreprises. Et là, à partir du cahier des charges très précis qui aura été rédigé par le maître d'œuvre, les entreprises vont faire des offres. Et bien cette fois-ci, on va plus être sur des estimations du maître d'œuvre, mais on va être sur des engagements des entreprises. L'entreprise s'engage quand elle remet une offre. Donc là, on n'est plus sur une estimation, mais on passe à une logique de prix qui est fixé. De même pour le planning, l'entreprise va, de manière contractuelle, s'engager sur un planning, etc. Donc, vous voyez bien qu'on est sur de plus en plus précis et c'est le maître d'œuvre qui définit tout ça, qui définit les solutions, estime les coûts et les plannings. Et puis ensuite, assure l'exécution en la pilotant. L'AMO, lui, est un petit peu moins précisément défini. Euh, En gros, son rôle est d'assister le maître d'ouvrage, d'assister la copropriété, de l'aider. Alors, vous me direz que tout ce que je viens de décrire de la part du maître d'œuvre, c'est aussi aider la copropriété. Mais on va souvent dire que finalement, ce que fait le maître d'ouvrage, l'assistant à maître d'ouvrage, l'AMO, c'est tout ce que ne fait pas le maître d'œuvre. Donc, c'est lui apporter d'autres éclairages complémentaires. Je vais les préciser un petit peu en disant ce qu'on peut imaginer que ce soit. Dans certains cas, on peut considérer qu'il faut absolument séparer assistant à maître d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. C'est quand l'AMO aide à piloter le maître d'œuvre. Et on parle parfois, même si le terme est encore plus flou, d'accompagnement. Là, je vous ai fait des définitions très générales, puis je vais de plus en plus les appliquer à la copropriété. En copropriété, la maîtrise d'œuvre, voilà en gros ce que ça concerne.
La maîtrise d'œuvre, elle va porter surtout sur les lots architecturaux. Donc, faire des ravalements intérieurs ou extérieurs, isolés, faire des changements de fenêtres à grande échelle en partie en travaux privatifs d'intérêt collectif, faire de l'isolation des toitures, éventuellement isolation des planchers bas. À chaque fois qu'il y a une certaine complexité, quand on travaille sur des garde-corps, tout ce qui est complexe, eh bien, le maître d'œuvre, éventuellement un architecte, mais ça peut ne pas être un architecte. L'architecte est obligatoire s'il y a de la création de surfaces habitables, mais sinon, il est facultatif. Et donc, ça peut être un maître d'œuvre qui n'est pas un cabinet d'architecte. Il va donc dessiner tous les plans, définir les solutions techniques, dessiner les plans. Et en copropriété, c'est en tout cas nous, notre credo, quand on est en, quand on travaille pour des non-professionnels, pour des copropriétaires, absolument dessiner les plans en 3D, parce qu'on parle à des non-professionnels, ils doivent toujours pouvoir se projeter précisément dans le bâtiment, pas leur donner des plans techniques auxquels on ne comprend pas grand-chose si on est soi-même pas architecte, mais vraiment qu'on puisse se dire: «Ah oui, mon bâtiment demain ressemblera à ça, demain la vie dans le bâtiment pourrait ressembler à ça». Donc dessiner les plans, dessiner les esquisses, les faire choisir par les copropriétaires. Il y a toujours, sur les aspects esthétiques, plusieurs, propositions qui sont faites pour arriver à se mettre d'accord et c'est évidemment pas le plus simple parce qu'il s'agit de se mettre d'accord avec plusieurs copropriétaires et dessiner les plans à un niveau de détail pour qu'on puisse ensuite aller consulter les entreprises et enfin aller négocier les offres avec les entreprises. Ça, c'est sur les lots architecturaux et puis il va y avoir le même travail sur le côté énergétique parce que certains lots de travaux ne concernent pas, les architectes ou, sont vraiment sur d'autres compétences, c'est-à-dire la ventilation, le chauffage, l'eau chaude sanitaire et leur distribution. Tout ça, c'est de la maîtrise d'œuvre également, mais qui va être faite par, un bureau d'études, un ingénieur, fluide. Donc chez nous, c'est nos ingénieurs fluides qui vont s'occuper de faire cette maîtrise d'œuvre sur les lots fluides. Donc même chose, définir les solutions techniques, dimensionner les installations, décrire très précisément ce que doit faire ce que devra faire l'entreprise et faire un cahier des charges pour les consulter, organiser la mise en concurrence des entreprises. La précision de ces cahiers des charges est très importante parce que c'est elle qui va permettre d'avoir des offres des entreprises qui sont d'une part, très précises, qui correspondent exactement au projet et à sa complexité, mais surtout qui soient comparables. Si vous voulez faire une consultation d'entreprise qui soit fiable, où on puisse vraiment retenir l'entreprise, non pas la moins disante, la moins chère, mais la mieux disante, celle qui vous propose le meilleur rapport qualité-prix, il faut qu'elle réponde sur une même base. Et pour répondre sur une même base, il faut un cahier des charges précis, il faut les auditionner. Nous, systématiquement, on fait des auditions en présence des copropriétaires pour ensuite voir laquelle a le prix le plus bas à un niveau de qualité satisfaisant. Si on n'a pas une définition très précise des travaux recherchés, eh bien, les entreprises vont faire des réponses qui seront légèrement différentes et forcément, celle qui aura répondu sur les travaux, qui aura répondu de manière un petit peu approximative risque d'être la moins chère et ça, c'est la base des gros embêtements, pour être poli, en phase chantier. Et des embêtements en phase de conception, en phase d'étude, c'est dommage. En phase chantier, ça peut être très, très problématique. Donc voilà la maîtrise d'œuvre dans les grandes lignes. Alors, voilà un projet de rénovation globale, rénovation énergétique en copropriété, comment ça se passe? On commence par un audit global. Bon, nous, on encourage toujours plutôt à faire des audits qui soient, qui soient à la fois financiers, architecturaux et énergétiques, pour jamais séparer ces trois aspects. Un audit, ça peut prendre 4 mois au plus court. Après, si la copropriété met un peu longtemps pour valider, ça peut faire 5-6 mois. Et une fois que l'audit est terminé, on va passer en maîtrise d'œuvre de conception, c'est-à-dire tout ce qui est préalable au début des travaux. Et donc, en assemblée générale, en copropriété, ce qui fait qu'on passe de la phase de conception à la phase de travaux, c'est l'assemblée générale. Le, l'audit global n'est pas obligatoire. L'audit global, il sert surtout à se demander où on en est, quel scénario de travaux on pourrait réaliser, à réfléchir un petit peu au sein de la copropriété et voir ce qu'on peut faire avec de grosses estimations financières. Quand on sait déjà qu'on veut des travaux, nous, on propose aux copropriétés de passer directement en phase de maîtrise d'œuvre. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un an de gagné. Alors, l'audit ne prend que 6 mois, mais comme souvent, ça se fait d'AG à AG, c'est souvent un an de gagné et c'est un tout petit peu d'économie. Donc, l'intérêt de faire d'abord un audit, c'est quand on n'est pas certain de vouloir réaliser les travaux. On ne sait pas trop où on en est. La copropriété n'est pas prête à acheter des études un petit peu importantes. Donc, juste un audit. Si on sait déjà qu'on doit faire au moins un ravalement et peut-être autre chose, eh bien, dans ce cas-là, autant partir directement en maîtrise d'œuvre. Comme je vous ai dit, un peu de temps et un peu d'argent gagné. Euh,
Dans les 2 cas, je pourrais vous donner des références. Il existe des cahiers des charges type pour consulter correctement votre entreprise qui fait l'audit, votre entreprise qui fait la maîtrise d'œuvre. Et ça va commencer, comme je vous l'ai décrit, par une phase de diagnostic. La phase de diagnostic, elle sert à établir l'état des lieux techniques et à vérifier, compléter les résultats de l'audit s'il a été réalisé. Un avant-projet qui va consister à proposer des solutions techniques, à sur le côté énergie, estimer les gains énergétiques, le coût des travaux, donc des grosses estimations. Et puis là, vous allez voir qu'on pourrait dire que ça ne relève pas de la maîtrise d'œuvre parce que je vais aller ensuite passer sur la question AMO. Identifier les aides mobilisables, faire toute la solution financière et estimer le coût de financement des travaux et surtout pas s'arrêter au coût, à la quote-part, mais dire quote-part, aide envisageable, ce que ça peut donner si on met en place un prêt, et éventuellement la mensualité de remboursement d'un prêt, moins les économies d'énergie pour vraiment voir l'impact sur les finances du ménage. À la fin de tout ça, il faut prendre une décision importante, c'est-à-dire est-ce qu'on est d'accord, est-ce que la copropriété est d'accord pour passer en phase projet, donc passer à la rédaction assez précise des solutions techniques, commencer à préparer le cahier des charges. Donc là, bon, chaque maître d'œuvre fera à sa manière, mais nous, et je pense qu'il faut encourager tous les maîtres d'œuvre à le faire, allons faire une grosse réunion, pas seulement avec le conseil syndical comme on aura fait en phase diagnostic, en phase avant-projet, on fait valider ce qu'on a fait par le conseil syndical pour qu'ils nous confirment qu'ils sont d'accord sur les rendus, sur les travaux qu'on a réalisés. Mais à cette étape, on va proposer une réunion avec toute la copropriété. Nous, ce n'est pas forcément le cas de tous les maîtres d'œuvre, on accepte d'avoir plusieurs projets à cette étape. Parfois, un maître d'œuvre va dire je suis consulté sur un programme de travaux et un seul. Nous, on accepte d'avoir plusieurs scénarios jusqu'à cette étape-là. Et à cette étape-là, on fait une grande réunion avec toute la copropriété, en tout cas en invitant toute la copropriété, vient qui veut. Alors en ce moment, vous imaginez bien qu'on l'a fait par visioconférence, mais sinon, on l'a fait en réunion normale, physique, on se voit et on expose tout. Tous les scénarios, s'il y en a 2 ou 3. On expose les esquisses architecturales, ce à quoi pourrait ressembler le bâtiment, ce que le conseil syndical a retenu. On montre les économies d'énergie qui devraient être réalisées, tout le détail des travaux et puis ensuite on montre les coûts en se limitant pas à la quote-part, mais comme je l'ai dit, quote-part, subvention, mise en place d'un prêt et cetera. Donc là, c'est vraiment un point clé parce que c'est là où on va choisir le scénario, s'il y en a plusieurs qui sont encore ouverts et où la copropriété va dire sans rien s'engager, sans s'engager sur les travaux, va dire: «Ah oui, c'est plutôt ça que j'ai envie que c'est plutôt sur ça que j'ai envie que vous continuiez à travailler». Et donc ensuite, eh bien, affiner sur la base de ce qui aura été dit à cette réunion intermédiaire, affiner et ajuster toutes les études architecturales, toutes les études énergétiques et préparer le dossier de consultation des entreprises, préparer aussi les autorisations d'urbanisme, c'est-à-dire permis de construire s'il y a besoin de créer de la surface, mais sinon c'est ce qu'on appelle une déclaration de travaux. Et puis ensuite, passer à la consultation des entreprises. Donc consulter les entreprises, on considère qu'il faut trois réponses par lot de travaux. On va normalement, un bon maître d'œuvre doit toujours s'assurer que l'entreprise soit venue sur le site pour vraiment faire une réponse de bonne qualité, qu'elle sache de quoi elle parle et les auditionner. Pour nous, c'est toujours audition en présence de membres du conseil syndical et du syndic pour qu'ils participent et voient les questions qui se posent, voient la qualité des réponses des entreprises pour que vraiment il y ait une réponse au mieux disant, au meilleur rapport qualité-prix. Et ensuite, remise d'un rapport d'analyse des offres. Et tout ça va conduire à l'établissement d'un plan de financement, cette fois-ci définitif, puisque dans notre logique en entonnoir, où on part d'estimations qui sont de plus en plus affinées, là, on a des estimations très précises, enfin, non pas les estimations, pardon, des engagements des entreprises, donc on a les vrais coûts. On connaît aussi les subventions, parce qu'on a procédé un peu de la même manière sur le côté subvention. Au début, on va chercher ce qui existe, et puis à ce moment-là, on a généralement des engagements ou en tout cas des quasi-engagements des financeurs, des subventionneurs. Quand il y a des subventions pour les ménages selon leur niveau de revenu, on a rencontré les ménages pour s'assurer qu'ils y aient droit. Donc, on sait vraiment combien ça coûte et on sait vraiment ce qu'il y a en termes de subventions. Donc, ça permet d'envoyer à chacun des copropriétaires un plan de financement, un plan de financement détaillé, individualisé. Et puis, une offre de prêt, ce qui va permettre d'aller voter en AG. Heu, Cahier des charges type, je vais vous les envoyer effectivement les cahiers des charges type ou vous mettre un lien. Hem, alors l'offre, la manière dont nous on a construit notre offre, on s'est dit: «Tout ça, c'est compliqué en copropriété, ils n'ont pas que ça à faire de coordonner plusieurs spécialités. Or pour faire un projet de rénovation globale, on considère qu'il faut au moins 3 spécialités». C'est, heu, la maîtrise d'œuvre architecturale, celui qui va concevoir la partie architecturale du projet, la maîtrise d'œuvre fluide, donc l'ingénieur, le bureau d'études et l'ingénierie financière.
Pour nous, tout projet un petit peu important, un petit peu ambitieux, doit avoir ces 3 ingénieries. Eh bien, pour conduire ce projet, pour piloter ces ingénieries, on met toujours un chef de projet, un interlocuteur unique qui va aussi assurer la communication avec la copropriété, la clarification de tous les sujets, qui va faire l'intermédiaire. Ça, c'est le modèle qu'on a choisi. Mais si on regarde, dans la logique maîtrise d'œuvre OMO, en fait, eh bien, il y a une partie de ce qu'on fait qui rentre plutôt dans la case maîtrise d'œuvre. Parce que quand on a construit notre modèle, on ne s'est pas posé ces questions. Mais au fait, est-ce que c'est de la maîtrise d'œuvre ou de la MO? On s'est dit de quoi ont besoin les copropriétés et on va faire une offre où on fait tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour réussir les projets. Donc, une partie relève plutôt de la maîtrise d'œuvre et une partie relève plutôt de la MO. Si on essaie vraiment de retenir les catégories que j'ai présentées au début. Donc, ça veut dire finalement que ce qu'on propose, c'est une AMO et maîtrise d'œuvre intégrée, ce que font d'autres entreprises d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que peut être une AMO en rénovation en copropriété? Comme je vous dis, c'est un petit peu moins défini. Donc là, je viens de le définir précisément pour la maîtrise d'œuvre, parce que sur les prestations en maîtrise d'œuvre, pour l'AMO, eh bien, il y a tout ce qui relèverait de l'ingénierie sociale et financière. Sociale et financière, c'est-à-dire ce que j'ai expliqué, identifier les subventions, et notamment les subventions pour les ménages à bas revenus, aller rechercher les subventions collectives, aller chercher les offres de prêt, etc. Il y a l'aide au pilotage du projet. Il y a la communication autour du projet qui est évidemment très importante. Dans certains cas, et là, vous verrez qu'à mon avis, c'est le seul cas où il faut séparer AMO et maîtrise d'œuvre, alors que sinon on peut l'avoir dans une seule et même offre. Si on se dit: «Ah, moi, je veux que quelqu'un m'aide à sélectionner mon maître d'œuvre, et je veux vraiment séparer les 2 fonctions», l'AMO peut éventuellement faire ça. Aujourd'hui, depuis quelques semaines, l'AMO, ou en tout cas l'accompagnement, est obligatoire pour avoir les droits à, la nouvelle aide dont vous avez dû entendre parler parce qu'elle a été extrêmement promue, mise en avant par le gouvernement qui a créé une aide qui s'appelle MaPrimeRénov' copropriété. Donc c'est quelque chose de très nouveau. Il y a enfin une aide à la rénovation énergétique qui soit faite, conçue spécialement pour les copropriétés. Ça, c'est des demandes qu'on faisait depuis longtemps. On est très satisfait que le gouvernement ait entendu, répondu à cette demande. Il n'y a plus un dispositif pour les maisons individuelles et les copropriétés, mais il y a des dispositifs séparés et en copropriété, c'est adapté à ce secteur. C'est une aide qui est versée aux syndicats de copropriétaires et non pas aux copropriétaires individuellement. C'est donc beaucoup plus simple et beaucoup plus puissant pour monter des projets collectifs. Mais comme ça peut être des aides de montant important, hein, parce que chaque fois qu'on met quelques milliers d'euros fois le nombre de copropriétaires, ça peut vite atteindre plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros sur les gros projets, eh bien, le gouvernement a décidé qu'il y aurait obligatoirement un accompagnement. Donc cet accompagnement, c'est ce qu'on appelle une AMO. Alors l'AMO peut éventuellement être intégrée à un contrat de maîtrise d'œuvre, comme je l'ai décrit avant. Mais en tout cas, il faut obligatoirement une AMO, intégrée ou non intégrée à la maîtrise d'œuvre. Et l'ANA va définir plus précisément ce qu'elle voudra dedans, ce qu'elle voudra qu'il y ait dans cette AMO, mais au moins ça définit ce qu'on peut trouver dans une prestation d'AMO, de l'accompagnement technique, conseil dans l'élaboration du projet de travaux, la justification de l'amélioration des 35%, donc l'estimation énergétique, euh, l'accompagnement social, une enquête auprès des copropriétaires pour voir qui a droit aux aides pour les ménages à revenus modestes ou très modestes notamment, qui a besoin d'être aidé pour le montage de dossiers individuellement, pas seulement de l'aide collective. Et puis l'accompagnement financier, ce que j'ai décrit, élaborer des plans de financement, aider à aller rechercher des aides, aider à aller rechercher des prêts si besoin de prêts. Donc voilà, ça c'est l'AMO qui sera obligatoire pour avoir droit à MaPrimeRénov'. Un petit détail quand même sur le côté ingénierie financière. Qu'est-ce qu'on met dans l'ingénierie financière? Hem, Là, je vais décrire ce que nous, Île-de-France Énergie, on fait. Pour beaucoup d'autres sociétés peuvent le faire aussi. D'abord, il faut voir ce qu'est le financement d'un projet de rénovation énergétique en copropriété. Alors, le syndic peut-il être AMO, est-il demandé? Il peut être AMO dans le sens où il peut vous apporter plein de conseils et selon les syndics, certains sont très formés, très compétents, les gestionnaires sont très compétents, beaucoup d'expérience sur ces projets-là, d'autres beaucoup moins. Mais il y a une tendance forte à la montée en compétences des gestionnaires et à la formation des gestionnaires. Donc, il peut fortement vous accompagner, mais il ne peut pas être AMO au sens de l'ANA, c'est-à-dire quand l'ANA dit vous devez vous faire accompagner, pour l'instant, ça ne peut pas être par son syndic uniquement, mais il faut une AMO extérieure. Je n'ai pas précisé que cette AMO peut être subventionnée quand c'est pour obtenir ma prime rénov. Euh, eh bien, l'AMO peut faire l'objet d'une subvention de 25% du TTC. Donc, le plan de financement collectif, on part du coût de la rénovation, hein. On a choisi son scénario de travaux, on sait quel est le coût de la rénovation. Ou alors, on n'a pas choisi, on le fait pour plusieurs scénarios. Il y a une enveloppe totale. On va
Ensuite, enlever les aides collectives, les aides qui bénéficient aux syndicats de copropriétaires. Aujourd'hui, il y en a principalement deux, MaPrimeRénov' copropriété, dans le cadre du plan de relance. Attention quand même, plan de relance veut dire que ce n'est pas forcément éternel, qu'il ne faut peut-être pas trop traîner. Les certificats d'économie d'énergie, qui d'ailleurs, depuis pas longtemps, pour ceux qui le connaissent, font l'objet d'un coup de pouce, c'est-à-dire qu'ils sont bonifiés, c'est un montant plus élevé quand on dépasse 35% d'économie d'énergie. La prime rénov, c'est la même logique, il faut dépasser 35% d'économie d'énergie. Donc dites-vous bien une chose maintenant en copropriété, il faut aller vers de la rénovation globale et viser 35% d'économie d'énergie, ce qui n'est pas extrêmement difficile à atteindre, hein. Île-de-France Énergie, notre moyenne, c'est plutôt 48, donc on est assez nettement au-dessus. Mais il faut l'avoir en tête quand on commence à concevoir les études. Il va s'ajouter ensuite des aides individuelles qui vont bénéficier aux ménages selon leur situation. Par exemple, pour les ménages à revenus dits modestes ou très modestes, ou pour les propriétaires bailleurs qui ont droit à des aides fiscales un peu particulières, de la défiscalisation. Et puis, il va y avoir un reste à charge. Donc là, l'ingénierie financière va devoir vous aider à tout ça, comprendre et trouver les aides collectives, comprendre et trouver les aides individuelles et trouver des solutions de reste à charge. Le fonds travaux, par exemple. Alors, comme le fonds travaux est souvent un peu faible, nous, on encourage plutôt à l'utiliser pour les études préalables, l'audit, par exemple, ou pour les études de maîtrise d'œuvre de conception. N'hésitez pas à mobiliser votre fonds travaux là-dessus. L'épargne des ménages quand ils en ont. Et puis, sinon, des prêts collectifs. Donc, chez Île-de-France Énergie, on va toujours faire de la recherche de subventions en ingénierie financière, hein, c'est ce qui est le plus intéressant pour la copropriété. Des simulations collectives, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas encore choisi votre scénario de travaux, eh bien, on va vous faire plusieurs simulations en disant pour un T3, selon tel scénario, ça va vous donner ça si vous êtes un ménage modeste ou très modeste ou un ménage non modeste, en vous disant la quote-part, les subventions, le, le remboursement de prêt si vous mettez en place un prêt et les économies d'énergie générées. Donc, comme ça, c'est une aide au choix du scénario. Et à la fin, des simulations individuelles, donc très détaillées. Cette fois-ci, c'est après que les entreprises ont été consultées, donc on connaît les vrais coûts des travaux. On a rencontré les ménages, on connaît les subventions, donc on connaît à peu près tout. On envoie des plans de financement individuels à chacun des ménages à leur adresse, Madame X, Monsieur Y. Voici votre situation précise. Et ça, c'est une aide au vote. Chacun doit se trouver en AG de vote de travaux avec ce document précis. Et puis, souvent aussi des informations spécifiques pour les bailleurs parce que leur cas peut être un peu différent. Donc ça, c'est pour éclairer sur les aspects financiers, mais il faut aussi bien mettre en place les solutions de financement. Donc, vous aider à obtenir les subventions, vous montez les dossiers d'aide, vous accompagnez jusqu'à leur obtention, aller chercher des préfinancements des aides. Donc, pour Île-de-France Énergie, c'est un peu particulier. On verse nous-mêmes les avances d'aide, faire des contrats de certificat d'économie d'énergie. Donc, des entreprises d'ingénierie financière pourront vous aider à aller obtenir des offres. Chez Île-de-France Énergie, on fait nous-mêmes les offres. C'est nous qui vous versons ces primes-là. Prêt collectif. Donc là encore, des entreprises peuvent vous aider à aller obtenir des prêts collectifs auprès de caisses d'épargne ou de Domofinance. Mais si c'est nous qui vous accompagnons, c'est nous-mêmes qui faisons le prêt, y compris le prêt à taux zéro. Peut-on se passer d'AMO? Alors oui, on a le droit de faire un projet de travaux sans AMO. Mais par contre, certaines prestations sont, à mon avis, très recommandées, selon la complexité du projet. Si c'est un petit projet assez simple, soit parce que c'est une très petite copro de 3-4 logements, soit parce que finalement, vous faites qu'une isolation de toiture, bon, passez-vous d'AMO. Mais dès que c'est un projet un peu compliqué, des quotes-parts un peu élevées, plusieurs intervenants, il faut une prestation euh, qui s'appelle d'AMO ou pas d'AMO, mais qui soit une prestation incluse d'AMO, mais qui peut être incluse à la maîtrise d'œuvre. Je poserai la question après, faut-il absolument qu'elle soit distincte ou non de la maîtrise d'œuvre? Donc, elle est recommandée quand c'est un peu complexe par la taille du projet ou quand, à mon avis, quand il y a eu un ravalement avec isolation, il faut de toute façon avoir de l'ingénierie financière intégrée à la maîtrise d'œuvre ou séparée. Est-ce qu'elle est de toute façon obligatoire pour avoir droit à l'aide MaPrimeRénov' copropriété? Donc, il faut ces prestations-là. Et comme je viens de le dire, elle est obligatoire, cette AMO est recommandée dans pas mal de cas, mais elle peut être séparée de la maîtrise d'œuvre ou incluse. Peut-on se passer de maîtrise d'œuvre? Pour un projet simple, oui, on peut se passer de maîtrise d'œuvre. Comme j'ai dit, hein, si c'est pour faire isoler vos planchers bas, vous pouvez vous passer de maîtrise d'œuvre. Encore qu'avec les offres à 1 euro et le niveau de qualité qu'on voit là-dessus, à mon avis, ça vaut le coup de vous faire accompagner. Mais dès qu'il y a un ravalement avec isolation ou même sans isolation, dès qu'il y a une dimension un petit peu complexe sur le projet, je vous recommande vivement de ne pas vous en passer parce que la maîtrise d'œuvre, c'est elle qui va vous définir les solutions et elle qui va vous organiser une consultation propre des entreprises.
Et puis, s'il n'y a pas de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire un vrai cahier des charges précis, les entreprises risquent de vous faire des réponses qui ne sont pas comparables et vous serez bien embêté avec ça. Vous risquez des problèmes en phase chantier importants. Hem, alors importants parce que il y aurait eu un malentendu entre l'entreprise et le maître d'ouvrage parce que le cahier des charges est mal rédigé, parce que l'amiante a mal été identifié ou tout simplement pas de réponse du tout. Je connais beaucoup d'entreprises qui disent: «De toute façon, moi, les projets, où il n'y a pas une, vraie maîtrise d'œuvre pour rédiger les cahiers des charges, je réponds pas. Je sais que ça n'ira pas au bout, je sais que ce sera mal fait». Maintenant la question: faut-il une AMO distincte de la maîtrise d'œuvre ou une AMO intégrée à la maîtrise d'œuvre? Le format AMO intégré à la maîtrise d'œuvre, c'est d'abord celui que nous, on a mis en place parce que c'est celui qui nous paraissait le plus puissant. Un seul interlocuteur. En copropriété, plus vous avez d'interlocuteurs, plus il y a de risques de se mélanger, de ne pas savoir à qui on parle, de devoir piloter et payer 2 missions et éventuellement on dit de frottement aux interfaces, c'est-à-dire, sur une partie de la mission, mais lequel des 2 devait le faire, c'est pas très clair et il y a un malentendu, une incompréhension. Donc on a choisi de faire un modèle où c'est intégré. Tout ce qu'il faut réaliser, de toute façon, on ne se demande pas si c'est AMO ou maîtrise d'œuvre. C'est Île-de-France Énergie qui doit le faire et si vous êtes content, c'est Île-de-France Énergie que vous dites merci. Vous n'êtes pas content, c'est à Île-de-France Énergie que vous le faites savoir et que vous demandez de corriger des choses. C'est un gain de temps, notamment parce que l'AMO, séparé, je le dirai après, peut avoir un intérêt, l'AMO peut être sélectionné d'abord, il vous rédige un cahier des charges pour retenir votre maîtrise d'œuvre et vous retenez la maîtrise d'œuvre ensuite. Ça peut être intéressant, mais le défaut, c'est que ça prend du temps. Heu et enfin, économie, parce qu'une mission 2 en 1, nous, je vous l'ai déjà dit, on fait déjà, de la maîtrise d'œuvre et de l'AMO, mais c'est évident que si on regroupe les 2 missions et bah, ça coûte moins cher que si on sépare les 2 missions. Mais il y a par contre des cas où on pense que ça vaut le coup. D'abord quand on vient nous chercher et qu'on nous dit: «Mais j'ai déjà un maître d'œuvre et pourtant je voudrais travailler avec vous». Bien sûr, dans ce cas-là, prenez un AMO si vous avez déjà démarré. Autre cas, vous avez envie d'une aide importante pour sélectionner votre maître d'œuvre. Alors je précise quand même qu'il peut y avoir des aides gratuites par les conseils FAIRE qui peuvent vous aider à sélectionner votre maître d'œuvre, notamment en s'appuyant sur un cahier des charges type. Je vous ai promis le lien, je vais vous le mettre sur les cahiers des charges type maître d'œuvre, mais votre conseil espace FAIRE, là, un conseil gratuit, peut vous aider, là-dessus sur les cahiers des charges type. Ça peut aussi être l'occasion, je pense surtout sur les projets très complexes, de se doter de plusieurs ingénieries distinctes, c'est-à-dire des gens qui sont très spécialistes. Nous, il y a des cas où, sur des grosses copropriétés, sur un 800 logements, on est AMO et le maître d'œuvre est séparé et on pense que c'est une bonne idée. Parce qu'il faut vraiment des gens hyper spécialisés dans ce cas-là. On a aussi un projet qui est plus petit, ils sont 190, mais c'est un immeuble de grande hauteur, très grosse technicité. Ils ont séparé AMO et maîtrise d'œuvre et je pense qu'ils ont eu raison. Hem, donc pour se faire aider dans le pilotage de la maîtrise d'œuvre, l'AMO distinct peut être utile et ma conclusion, c'est que les 2 cas où c'est favorable, important à mon avis de séparer AMO et maîtrise d'œuvre, c'est quand il y a une très grande complexité du projet. Un projet qui va coûter, plus de 10 millions, à mon avis, il vaut mieux séparer. Un projet, qui est très complexe techniquement, mais bon, c'est un peu lié au coût, il vaut mieux séparer, pour avoir vraiment des gens extrêmement pointus. Mais sur les projets classiques, sans complexité majeure, un projet, à, 1 000 000, 2 000 000, 5 000 sur une copropriété de 30, 100, même 200 logements, il nous semble qu'il est plutôt plus simple d'avoir un seul prestataire, si ça existe sur votre territoire. Parce qu'autant des offres d'AMO, il y a des chances pour que vous en trouviez partout, des offres intégrées comme la nôtre, il en existe, mais il n'en existe pas partout. Donc il faudra aussi s'adapter au marché local. Et puis bon, ça c'est là où nous en sommes. Nous, aujourd'hui, on a travaillé pour 65 copropriétés, tantôt en maître d'œuvre, tantôt en AMO, ce qui fait un peu plus de 10 000 logements et parmi eux, un tiers, 3 300 ont voté des travaux et en moyenne, on a une division par 2 de la consommation d'énergie avec un quart des ménages qui sont à revenus modestes et donc 3 quarts qui sont à revenus moyens. Je vais prendre les questions. Je m'étais dit que j'allais m'arrêter en cours et je ne l'ai pas fait. Donc, je vais prendre les questions. Que se passe-t-il si sur 4 lots de copro, seul un lot présente des locataires occupants et les autres sont des résidences secondaires? Pour ma prime rénov, malheureusement, il est exigé qu'il y ait 3/4, 75 de résidences principales. Alors ça peut tout à fait être, des, propriétaires bailleurs, hein, ça peut être propriétaire occupant comme propriétaire bailleur, mais si ce sont des résidences secondaires, malheureusement à ce jour, ça ne fonctionne pas.
Voilà, merci Raphaël. Là, je vois que tu enchaînes Ouais. avec beaucoup de talent d'ailleurs merci à toi pour cette présentation très claire. Et effectivement, il y a beaucoup de questions là qui sont posées. Une petite peut-être précision dans ta présentation. Là, je fais écho à la présentation qu'a faite l'Agence parisienne du climat hier sur les DTG, puisque tu parles d'audit global en début de présentation. Aujourd'hui, je suis bien compris, c'est le DTG qui remplace la nouvelle version qui remplace en partie l'audit global. Donc, comment ça se passe dans ce dispositif? Alors, il y a des grosses parties en commun. Nous, nos audits globaux valent DTG. Un DTG, c'est un audit global chez nous. Et ça se fait là, dans le. Alors, je partage encore mon écran ou pas? Ah, j'ai arrêté le Ah, partage pardon. d'écran, mais vas-y, tu Euh, peux le relancer, hein, bon, bah, si alors, je tu sais veux. pas, c'est peut-être pas nécessaire non plus, hein, mais allez, je le montre rapidement parce que je voulais aussi montrer les, euh, les cahiers des charges types. Voilà, l'audit global se passe ici. J'aurais pu écrire DTG comme l'a dit Xavier. C'est vrai que c'est un terme qu'on utilise de plus en plus, diagnostic technique global. Le but, c'est de regarder globalement où on est à la copropriété. Et pour nous, je l'ai dit plusieurs fois, et je pense qu'il faut vraiment, chez tout le monde, aller rechercher, ne pas séparer les compétences. Il faut avoir des compétences architecturales, énergétiques et financières chez le prestataire que vous irez rechercher. Ouais. Et ça peut être fait par une entreprise qui est spécialisée en audit ou une entreprise qui fait de la maîtrise d'œuvre. Ouais. L'avantage, c'est que si vous prenez une entreprise qui fait elle-même de la maîtrise d'œuvre, bah, vous pourrez la garder sur la phase d'après Ouais. et elle ne repartira pas de zéro. Une question d'ailleurs, je fais écho là, une question où je tire la suite. C'est le conseil syndical est OK pour lancer les travaux de rénovation. Tu peux garder d'ailleurs cette diapo sans trop bouger, parce que je te vois là bouger. Parce que j'ai Euh, rajouté en bas les liens vers les cahiers des charges types ah si oui, vous voulez OK. les noter. Donc, le conseil syndical est OK pour lancer les travaux de rénovation énergétique, isolation, enfin, slade, plancher bas, toiture, changement de balcon, ballon de CS, donc un peu une rénovation globale. L'étape suivante est-elle de contacter un AMO une AMO et faut-il la payer tout de suite? Voilà la question. C'est-à-dire qu'ils sont OK pour y aller, donc c'est merveilleux. Oui. C'est des... Alors, c'est à eux de voir s'ils veulent plutôt une AMO ou plutôt une maîtrise d'œuvre, sachant qu'il faudra forcément une maîtrise d'œuvre et qu'une AMO est facultative. Donc, à eux de voir lequel des deux ils veulent selon la présentation qui a été faite. Mais effectivement, s'ils savent qu'ils vont faire des travaux, qu'ils ont besoin de travaux, je ne sais plus s'il y a un ravalement dans le programme de travaux. Isolation façade, oui, Oui. donc Donc, oui. dans ce cas-là, allez chercher soit un maître d'œuvre qui inclut des prestations d'accompagnement, d'AMO, soit aller chercher un AMO. Effectivement, il faudra le payer tout de suite. Il va demander à être payé. Ouais. Euh, il faudra le payer tout de suite, mais il y aura une subvention pour la partie AMO. Et si c'est un maître d'œuvre intégré, c'est-à-dire maître d'œuvre et AMO intégré, et ben, la partie de sa prestation qui relève de l'AMO sera subventionnée. Alors, une petite question juridique, c'est le conseil syndical décide-t-il seul, sans âgé au départ, pour lancer l'étude et s'engager dans le paiement des études? Est-ce qu'il y a besoin d'une AG ou pas? Alors, ça dépend des délégations qu'a le conseil syndical. C'est-à-dire que si ça passe dans le budget CS, pourquoi pas? En général, on préfère qu'il y ait des AG. Parce que d'une part, les budgets sont souvent un petit peu au-dessus. Et on considère que pour un audit global, un DTG, on est entre 80 et 200 euros par logement, selon la taille de la copropriété essentiellement. Donc, ça veut dire qu'on est souvent au-dessus des budgets CS et que de toute façon, je pense que c'est intéressant d'impliquer les copropriétaires assez tôt. Ouais. Oui, c'est ça, c'est engager le groupe, la collectivité Exactement. dans ce projet. Donc ça, c'est compliqué de le faire seul dans son coin sans en parler en Tout AG. à fait. Parce qu'une étude en tant que telle, pourquoi pas, si ça passait au niveau des budgets, on pourrait l'envisager, mais le but, c'est pas de s'arrêter après l'étude. Le Ouais. but, c'est de se dire, ah, vu les conclusions de l'étude, je vais sans doute m'engager vers tel ou tel scénario de travaux. Donc, en fait, c'est in fine beaucoup plus engageant que la simple étude à réaliser. Et donc, ça vaut le coup de dire à tout le monde, notre bâtiment nous semble commencer à présenter des signes de vieillissement, consomme trop d'énergie, commence à plus être bien joli. Il faut qu'on voit où on en est. Donc, ensemble, se dire, on va commencer par faire ce diagnostic, cet audit, et donc, au terme de cet audit, on pourra lancer des études de maîtrise d'œuvre. Ou, comme on l'a dit, on sait qu'il nous faut un ravalement et peut-être deux ou trois autres choses, on va aller directement sur des études de conception. C'est plus cher, mais de toute façon, il faudra les faire. Ouais. Alors, une autre question. Faut-il un AMO en phase d'audit
pour l'estimation, les BET ne connaissent pas les aides, les prêts, les quotes-parts et la communication auprès des copropriétaires. Euh, alors, ça dépend qui vous retenez. Si vous retenez un bureau d'études qui est maître d'œuvre et qui sait faire de l'AMO, je peux citer quelques noms. Il y a nous, bien sûr, Île-de-France Énergie, mais il y en a qui s'appellent Reanova, Cenova, quelques d'autres, qui sont des maîtres d'œuvre intégrés qui savent faire euh, l'accompagnement, le financement et la maîtrise d'œuvre. Donc là, eux peuvent faire des audits, des DTG et ensuite la suite. Donc ça, c'est la possibilité de ne pas avoir séparément un AMO et un maître d'œuvre. Ouais. Donc, d'autres BET ne savent pas forcément le faire, mais dans ce cas-là, vous pouvez aussi leur demander de se grouper. Vous pouvez leur dire, j'ai besoin d'avoir une prestation technique que vous savez m'apporter, mais je veux aussi une prestation sur l'accompagnement et le financement. Faites-moi une offre groupée. Sur les cahiers des charges que j'ai indiqués en bas, donc ça, c'est des liens courts qui sont plus faciles à utiliser que les liens complets, si vous voyez mon écran. CDC pour cahier des charges, underscore MOE. Et Très bien. CDC underscore audit pour avoir des cahiers des charges audit et des cahiers des charges type maîtrise d'œuvre. Et dedans, vous pourrez mettre je veux des prestations techniques, je veux aussi des prestations financières et d'accompagnement. Ouais. Si tu copies ça, copie-colle ça, tu peux le mettre dans la fenêtre conversée, hein. C'est Bien deux, sûr. c'est deux choses, comme ça tout le monde aura cela directement. Alors une autre question, le coup de pouce en ce moment, si j'ai bien compris sur les C2E, est-ce que c'est pour tous les types de travaux ou ça concerne que certains types de travaux? Le coup de pouce, c'est pour tous les travaux qui permettent d'avoir au moins 35% d'économie d'énergie. Donc les coups de pouce sont pas attachés à des lots, hein, donc c'est Non, le coup à de des- pouce, c'est au syndicat de copropriétaires. Donc, ouais. chaque fois que le syndicat de copropriétaires réalise un programme de travaux qui permet de faire au moins 35% d'économie d'énergie, eh bien, ils auront des C2E bien bonifiés. Et pour donner un exemple tout simple, là, on concevait les travaux d'une copropriété récemment de 40 logements. On leur avait fait un contrat de certificat d'économie d'énergie pour 68 000 euros. Eh bien, on a signé la charte coup de pouce début octobre. La semaine d'après, on leur envoyait une offre de 108 000 euros. Donc, C'est 108 beau, 000 euros déjà pour 40 c'est pas, logements, ça fait pas mal d'argent. c'est pas mal. Et ça fait une bonification de 40 000 euros. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et c'est encore plus si la copropriété est au fioul Mm. et Euh, l'abandonne. Question, votre entreprise, vous n'êtes pas vraiment en entreprise, mais en tout cas, tu peux le repréciser, mais votre entreprise travaille-t-elle avec des petites copropriétés? Alors, on est une entreprise publique Ouais, dite mixte, hein, public-privé. ouais, Alors, aujourd'hui, on ne travaille pas avec des petites copropriétés parce que comme on fait un accompagnement assez gros, sur les petites copropriétés, ça fait des coûts assez importants. Donc, peut-être que pour les petites copropriétés, vous pouvez chercher des bureaux d'études qui sont un peu couteau suisse, qui font un petit peu tout. Il y a le bureau d'études Pouget, par exemple, qui propose ça. Et puis, je vous encourage vivement à commencer par aller voir votre espace faire. Si vous ne trouvez pas de prestataire qui correspondent à vos besoins, FAIRE, vous trouverez la liste des espaces faire en ligne. C'est un conseil information, donc ça ira pas jusqu'à de l'AMO et encore moins de la maîtrise d'œuvre, mais ça vous permettra de voir vers qui vous pouvez vous tourner sur votre territoire. Donc, oui, éventuellement, aller voir votre espace faire. dans les espaces verts, on retrouve l'Agence parisienne du climat, les différentes agences Exactement. locales de l'énergie. Voilà, et l'espace vert flèche, c'est le guichet unique, hein. Oui. L'AMO doit-il être indépendant du maître d'œuvre pour avoir une décision sur la sélection et la vérification de la maîtrise d'œuvre? Alors oui, il y a cette question-là, parce que l'AMO, si j'ai bien compris en subtilité, Raphaël, merci pour ta présentation qui était très claire, il accompagne les copropriétaires, et donc on peut se poser cette question d'indépendance aussi Oui. qui se pose, c'est-à-dire à la fois sur les choix qui pourraient être faits par la maîtrise d'œuvre. Alors, la maîtrise d'œuvre, déjà elle-même, est indépendante. Donc je ne sais pas s'il faut absolument cette indépendance. On considère qu'il faut une AMO indépendante de la maîtrise d'œuvre si vous recrutez cette AMO pour si vous recrutez Ah, cette AMO non, c'est la vie, on est chez nous, pas de problème. si vous recrutez Bonjour cette madame. AMO pour, euh, pour sélectionner votre maître d'œuvre. C'est-à-dire si vous vous dites la sélection de mon maître d'œuvre, je sens que ça va être compliqué, je ne sais pas comment la faire, je veux me faire aider pour ça. Et bien dans ce cas-là, effectivement, il vous faut une AMO indépendante du maître d'œuvre. Mais il nous semble, nous, comme je vous l'ai dit, on fait les deux, donc les deux nous vont bien, mais il nous semble que les projets sont plutôt moins chers pour les copropriétaires et plus rapides quand l'AMO est intégrée à la maîtrise d'œuvre. Et pour sélectionner leur maître d'œuvre, eh bien, les copropriétaires prennent le cahier des charges type, euh, celui dont j'ai mis le lien dans le chat, et l'adaptent à leur situation.
et ils vont éventuellement se faire aider par leur espace faire s'ils ont besoin d'une petite aide là-dessus. Très bien. Une question, comment une petite copro peut assumer, les coûts d'études de rénovation? Hem, alors là, j'ai une petite réponse peut-être, je peux parce que finalement, il y avait la présentation de l'Agence parisienne du climat. Finalement, il y a une aide, hein, de 5 000 € pour les audits, maintenant pour les DTG, hein, parce que maintenant, c'est la même chose, qui est accordée aux petites copropriétaires, hein, que Alors, petites à copropriétés. Paris, À heu, Paris? pas sur tous Ouais, les territoires. Certaines autres collectivités ont pu mettre en place des aides aux audits, ouais. mais en Île-de-France, pour l'instant, il n'y a que Paris. Ailleurs, je ne sais pas lesquelles. Il faut demander à votre espace faire, hein. Commencez par votre espace faire si vous êtes une petite copropriété, c'est vraiment le plus simple. C'est la porte d'entrée pour commencer le projet. Ensuite, comment faire face à ces coûts? Ben, en essayant d'aller vers du plus simple, parce que même si c'est vrai que les coûts sont plus élevés, la prestation à demander est plus simple. Donc il peut y avoir des entreprises qui sont un peu spécialisées dans les petites copropriétés et il y a un peu de subvention pour la partie accompagnement, 25 du hors-taxe est maintenant pris en charge, dans le cadre de MaPrimeRénov'. Donc c'est ça les Ouais. 2 réponses que je peux faire. Oui, bah, j'ai remis les liens parce qu'effectivement, tu ne les avais pas partagés. Tu les avais partagés juste avec les conférenciers, pas Ah avec les pardon? participants. Je viens de le faire, mais je viens de percevoir que moi, j'ai partagé des messages aussi juste avec les conférenciers. Excusez-nous, on vient de vous mettre le lien. Pour un désamiantage, effectivement, il y a la partie amiante peut avoir des impacts importants sur les budgets des travaux. Mmh. Est-ce que vous préconisez un AMO ou une maîtrise d'œuvre? Alors, la maîtrise d'œuvre, de toute façon, s'il y a du désamiantage, ça veut dire que vous allez intervenir en façade, il vous faut une maîtrise d'œuvre. Elle est quasiment obligatoire, ou en tout cas très vivement recommandée. Et elle va missionner ce qu'on appelle un diagnostiqueur, un expert qui est accrédité, qui est vraiment spécialisé là-dedans, hein, qui ne vous fera pas les études d'ingénierie financière ou autre. Mais l'entreprise spécialiste en diagnostic amiante va, elle, être missionnée séparément, obligatoirement, puisque en fait, elle va en partie dimensionner les travaux que va faire, ou influencer les travaux, sur lesquels va se prononcer le maître d'œuvre. Ils doivent être indépendants. Donc il vous faut un maître d'œuvre et un diagnostiqueur amiante. Ouais. Voilà, c'est un deuxième avantage dans les parkings seulement. J'ai oublié de préciser, mais ça vaut aussi pour les parkings, en termes de réponse. Il nous reste encore quelques minutes. Je voulais juste en profiter pour avoir ton avis aussi sur la manière dont ça se vote en AG et puis l'impact du Covid, de la Covid, du coronavirus sur les votes en AG, puisque vous avez une grande expérience. Là, comment vous voyez les choses, vous, puisqu'on est déconfiné, reconfiné, et puis on sent que cette affaire, elle va durer un peu sur 2021. Donc, quels conseils à donner aux copropriétaires pour avancer sur leur projet de rénovation? Comment vous faites, vous? Alors effectivement, on a une expérience là-dessus. Autant sur le premier confinement, on s'était dit: «On repousse un peu». Vu la situation, on a fait réaliser une étude juridique pour, pour voir comment on peut ne pas repousser les travaux et voter des travaux ou voter des études un peu lourdes, même en période de confinement, même sans pouvoir se réunir physiquement. C'est un petit peu, ça peut être un peu difficile parce que les AG qui ont été tenus, par correspondance ou à distance ont souvent, été réduites au minimum, c'est-à-dire seulement à la partie, validation des comptes, élection du CS et cetera, et pas on repoussait tout ce qui était un peu engageant, vote d'études et encore plus vote de travaux. Aujourd'hui, il nous semble que pour ne pas, laisser les copropriétés à l'abandon pendant une période trop longue, pour aussi ne pas laisser passer MaPrimeRénov' copropriété qui relève du plan de relance et qui sera donc pas éternel et qui sera réellement acquis que quand vous aurez signé les devis, signé les ordres de service, donc dans longtemps, hein, si vous lancez des études maintenant, eh bien, on pense qu'il faut avancer dès maintenant, s'entraîner. Et donc les deux trois conseils qu'on peut faire, qu'on peut donner, sachant qu'on a réalisé une étude avec le cabinet d'avocats Oudinot sur comment le faire. Je vais vous mettre le lien vers cette étude. Vous la trouverez ici. Alors, j'envoie pas à tous les conférenciers, mais à tout le monde. Ouais. Hem, les recommandations, vous le trouverez Ah, sur cette médiathèque tout en bas, dans la documentation utile. très bien. Hem, eh bien, en gros, les recommandations qu'on peut faire, c'est que, à part très petite copropriété, le format webinaire, le format visioconférence ne fonctionne pas pour voter. Heu, pour voter, c'est beaucoup trop lourd. Si vous êtes une copropriété de 5 logements, pourquoi pas? Mais dès qu'on dépasse 10, 15, et clairement 20 logements, il ne faut pas voter par visioconférence.
il faut faire un vote par correspondance. Sinon, c'est trop lourd, trop Pourquoi on ne peut compliqué. pas faire par visio? Parce C'est qu'en trop fait, compliqué? d'abord, il faut pouvoir identifier individuellement chaque personne. Donc, c'est un tout petit peu lourd de le faire personne par personne. Et ensuite, il va falloir que chacun lève la main à chaque fois. Et autant en individuel, ça peut fonctionner. En physique, pardon, ça fonctionne. On retrouve la bonne personne. En copropriété, en visioconférence, c'est très compliqué d'identifier chaque personne une par une pour chaque vote quand il y a Ouais. trop de monde. Donc, les prises de parole sont très compliquées. Donc, ce qu'on recommande, c'est le vote par correspondance qui, lui, fonctionne très bien et de le doubler d'une visioconférence pour le temps d'échange, de préparation, de discussion sur l'étude, ou éventuellement, nous, c'est ce qu'on fait beaucoup en ce moment, de demander à l'entreprise qui va vous proposer la prestation de faire une vidéo de présentation. En ce moment, beaucoup de copropriétés nous demandent une vidéo. Donc, on se filme avec la présentation PowerPoint, comme on l'aurait fait en assemblée générale, et les copropriétaires peuvent tranquillement avec un niveau technique assez faible, parce que si c'est bien fait, il n'y a qu'à cliquer sur un lien YouTube. YouTube en accès restreint, hein, personne d'autre peut le voir. Ce qui fait que même les gens qui sont peu techniques arrivent à le voir, même ceux qui ne seraient pas à l'aise sur une vidéoconférence peuvent le voir. Donc, ça permet d'informer tout le monde. Nous, on répond à toutes les questions avant le vote en assemblée générale par email pour être sûr que tout le monde retrouve bien, retrouve bien toutes les infos qu'il lui faut. Et comme ça marche. Dernière précision, pour les votes par correspondance, c'est important que le conseil syndical fasse une recommandation, puisque de toute façon, normalement, le conseil syndical doit toujours donner un avis. Et bien là, le plus simple, c'est que le conseil syndical fasse une note dans laquelle il donne son avis. Oui, il y a une mise en concurrence, oui, il y a plusieurs devis, mais le conseiller syndical dit ce qu'il en pense. C'est ce qui va aussi justifier qu'il envoie la vidéo d'un prestataire et pas forcément de trois. Il peut aussi faire envoyer la vidéo de trois prestataires s'il veut, mais c'est un peu plus lourd. Je ne sais pas si tous les copropriétaires ont envie de se faire 3 fois un quart d'heure de vidéo YouTube. Ouais, donc effectivement, c'est, des sessions de présentation qui sont suivies par un vote, par correspondance. C'est le conseil que vous pouvez, donner. Une dernière question, allez, juste pour le plaisir, il nous reste 2 minutes. Peut-on arriver aux 35 si l'immeuble est de type haussmannien avec façade, et Mode sans chauffage dénaturé. mot déturé? Alors je connaissais pas ce terme-là, c'est mot déturé, Avec tu des modes connais? dénature, du relief. Avec du relief, sans chauffage collectif, pour avoir la prime, rénov', ouais. Alors, bon, déjà, il faut faire au cas par cas. Il faut voir si aucune façade n'est isolable ou si certaines le sont. La façade sur rue, haussmannien, aucune chance. S'il y a du pignon isolable, pourquoi pas? C'est pas si courant que ça, les pignons en haussmannien, vu qu'on est souvent en habitat en bande, mais ça se peut. La façade sur cour est souvent isolable, donc il y a ça qu'on peut gagner. Est-ce qu'il y a des combles qui sont isolables ou pas? Est-ce qu'il y a des planchers bas qui sont isolables ou pas? Là, le fait de ne pas avoir de chauffage collectif, effectivement, ça complique un petit peu. Les fenêtres peuvent être changées. Donc, ce qui va vous rester, c'est façade sur cour, peut-être pignon, peut-être plancher bas et plancher haut, fenêtre, et a priori, c'est tout. Donc, c'est sûr que ça ne va pas être simple, mais il faut l'étudier. Ouais. Et très bonne question pour Paris. Ça concerne le centre-ville de Paris, puis le centre-ville de quelques autres grandes villes. On n'appelle pas forcément haussmannien, mais ça ressemble. Oui, oui, ça ressemble. Il y a des immeubles, qui sont À Lyon, à architecturaux Bordeaux, de la même manière. Moi qui connais bien Toulouse, on retrouve à peu près la même voilà. chose. Voilà, merci beaucoup.